Est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? Alors je me suis moi-même posé toutes ces questions. J'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans, changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel. J'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée pour y voir plus clair, plus rapidement. Alors c'est pourquoi aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre partenaire Chance qui propose un parcours de coaching 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des exercices d'auto-coaching et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes et vos moteurs. Le petit plus que j'aime et qui change tout, c'est la force de la communauté Chance qui est à vos côtés, prête à échanger, à vous épauler ou à vous ouvrir son réseau. Alors en résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Détail non négligeable, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, c'est le moment de profiter de l'été pour prendre du temps pour vous et de votre avenir. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point avec un conseiller et préparer votre nouvelle vie pro pour la rentrée. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Il est parfois des vagues qui nous entraînent dans les profondeurs d'un océan parfois sombre et menaçant. Lorsque corps et esprit sont impactés par ces remous, comment refaire surface ? Comment vivre le bonheur d'être soi, tête, cœur et corps ? S'appuyant sur les fondamentaux de la psychologie positive, mon invité est avant tout une artiste engagée pour les causes sociales et le droit d'expression qui lui vaudra d'être nommée artiste de l'UNESCO pour la paix. Son MBA sous le bras, elle part à Boston réaliser un double doctorat ESLED sous la coupe du prix Nobel de la paix Elie Wiesel pour être ensuite contactée par Harvard afin d'y enseigner la dramaturgie française de Molière à nos jours. Mais surtout l'expression des droits de l'homme grâce au théâtre. Elle-même, au creux de la vague, c'est là-bas qu'elle rencontrera le bien célèbre professeur de bonheur, Tal Ben-Sahar, qui préface d'ailleurs son ouvrage de référence, le grand livre de la psychologie positive. Alors, pour nous aider aujourd'hui à créer de nouveaux chemins neuronaux, afin de passer plus facilement de la pensée aux actes, je reçois avec grand plaisir, évidemment, Ghila Clara-Kessous dans ce podcast. Bonjour Ghila. Bonjour Anne. Alors, on reçoit un peu une professeure de bonheur quand même aujourd'hui. Est-ce que tu te définis comme ça parfois ? Alors surtout pas, surtout dans un contexte français où le bonheur, dans un cadre un peu institutionnel, reste encore tabou. Donc dans un cadre de secteur privé, je me présente plus sur le côté leadership positif. Dans un cadre un peu public, ce sera plus sur, on va dire, l'épanouissement, développement personnel. Donc il y a tout un travail de wording à faire quand on s'intéresse à cette question de bonheur pour justement ne pas l'employer. C'est d'ailleurs le titre du livre que je conseille de lire à un public français de Tal Ben-Sahar, que tu viens de nommer. C'est l'apprentissage de l'imperfection. On va tout de suite beaucoup plus aimer l'idée d'imperfection que celle du bonheur. Ah oui, voilà. Et puis ça me rappelle évidemment le succès de ce livre chez Erol, J'arrête de râler, qui a eu un succès fou en France. Voilà. Alors, ton parcours est quand même fascinant, hein, on le voit bien en introduction. Comment est-ce qu'on passe du théâtre sacré, je vais mettre des guillemets, au coaching d'entreprise en passant par l'UNESCO et Harvard ? C'est très... ça fait très vraiment les profils HP, multipotentiels, etc., qui veulent toucher à tout et qui aiment la vie. Voilà, les fameux couteaux suisses. Oui. En fait, le fil rouge, on va dire, c'est vraiment le théâtre. Moi, je viens du monde du théâtre, j'ai fait le conservatoire. Et très vite, j'ai compris que cette beauté du bien dire, du comment dire, elle devait être mise dans la bouche de ceux qui n'avaient pas la possibilité d'être des voix, donc des victimes, des survivants de syndrome post-traumatique, bref, des personnes qui devaient, d'une certaine manière, guérir de certains maux par les mots. Et donc, très rapidement, j'ai voulu aider des survivants de génocides comme la Shoah, le Rwanda, des femmes survivantes d'excision au Congo. Donc, j'ai beaucoup voyagé
Et le MBA que tu as cité, je l'ai fait pour travailler la production théâtrale, pour pouvoir mettre des victimes sur scène et avoir en fait ce lien direct avec le public, à la fois en faisant la catharsis de ce qu'ils ont vécu contre la désinformation. Et c'était d'ailleurs l'objet de mon doctorat avec Elie Wiesel, comment le théâtre peut aider les survivants de la Shoah à la fois à faire montre de ce qui s'est passé et à renforcer leur impact. Donc ce sera seulement à Harvard, lorsque je serai invitée à venir enseigner, que moi-même, étant dans un vide profond émotionnel, j'étais heureuse d'enseigner à Harvard, j'étais vraiment remplie de la mission que je faisais en termes humanitaires, mais quand je refermais la porte de chez moi, c'était un vide terrible, c'était un interdit de ressenti, puisque je me disais toujours, mais tu as entendu de tels témoignages de souffrance, qu'en fait, il est interdit pour toi d'avoir accès aux pleurs, à la tristesse, à la jalousie. Donc, je m'interdisais en fait de ressentir des émotions parce que j'avais des exemples autour de moi de résilience. Et c'est comme ça, justement, que j'ai pris le cours de Tal Ben-Shahar à Harvard, le fameux cours de bonheur. Et c'est Tal qui, à la fin du cours, lorsque je vais lui dire que ça manquait pour moi de corps, d'ancrage en tant que comédienne, voilà, c'est resté encore trop intellectuel, cette matière de psychologie positive qui m'a mis au défi. Et en me disant que vraiment, en fait, mon envie de changer le monde, ce changement sociétal, en donnant la parole aux victimes, il était très noble, mais qu'en fait, cette envie se concrétiserait si je me tournais vers l'institution, vers l'entreprise. Et c'est vraiment lui qui va faire le déclic pour me donner envie de pouvoir poursuivre le coaching. Et aujourd'hui, je partage mon temps avec l'humanitaire, où je suis nommée artiste de l'UNESCO pour la paix. Donc sur le terrain, je continue beaucoup à voyager, Rohingya au Bangladesh, Congo, City of Joy, et avec le docteur Mukwege. Et puis, je continue beaucoup de coaching en entreprise et pour le secteur public. Alors comment aussi est née cette envie d'un livre, un peu de référence sur la psychologie positive? À quel moment de ce creux ou après ce creux, en fait, c'est né? Alors en fait, c'est Bruno Adler qui, juste avant la Covid, m'a proposé, lui aussi élève de Tal Ben-Shahar, on est peu nombreux. Vous êtes co-auteur de ce livre. Exactement, on est co-auteur, il faut vraiment saluer sa très belle contribution. Et c'est lui qui a eu l'idée de ce livre, enfin, c'est lui qui avait justement parlé avec Erol, et il m'a proposé en tant qu'élève de Tal Ben-Shahar, on est peu, je disais en termes francophones, de pouvoir créer un grand livre pour enlever bien sûr les tabous, bien expliquer ce que la psychologie positive n'est pas, et puis donner à la fin des sortes de fiches pratiques pour que les personnes puissent comprendre des méthodes concrètes pour appliquer cette psychologie positive. Oui, et on va en parler évidemment. Comment est-ce qu'elle s'est intégrée, pour finir un peu sur ton parcours, dans tes actions au quotidien? Parce que tu as une vision de avant-après. Au niveau du livre ou au niveau de la psychologie positive? Au niveau de la psychologie positive, dans tes actions dans l'entreprise, etc. Et dans ton être même. J'allais dire en fait que j'étais en burn-out avant la psychologie positive, et c'est la psychologie positive qui m'en a sorti. Parce qu'elle m'a fait comprendre que dans ce maillage de volonté quasi sacrificielle que j'avais de donner, et je sais que beaucoup de femmes sont comme ça, pour pas forcément faire des catégorisations de genre, mais je sais que cette envie d'aide, sauveteur, de donner, voilà, c'est le côté care un petit peu. En fait, dans ce maillage, chaque chaînon compte. On ne peut pas aider quelqu'un si on est à terre. On ne pourra pas l'aider à se relever si soi-même, on n'a pas trouvé la force d'être debout. Ça a à voir avec de la résilience, mais ça a à voir aussi, en fait, avec du respect de soi. Et savoir dire non, c'est aussi une façon de se respecter. Et aujourd'hui, je pense que une des problématiques les plus importantes, surtout dans un contexte aussi difficile que l'on vit, c'est avant tout la question de la préservation de soi. Et la psychologie positive, pour moi, c'est un art de préservation de soi. Ça me rappelle cette phrase de l'abbé Pierre qui dit à un homme « Écoute, je crois que je ne peux pas vraiment t'aider, par contre, toi, tu peux m'aider. » Et il l'invite à vraiment le rejoindre, en fait. Et là, il le relève dans toute son humanité. Comment la psychologie positive... alors, on va peut-être revenir un petit peu sur sa définition, par qui elle a été inventée, et puis aujourd'hui, comment elle se positionne par rapport à la psychologie conventionnelle, Justement, tu disais que dans ton ouvrage, c'était important de dire ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas. Tout à fait. C'est Martin Seligman, dans les années 2000, qui va inventer la psychologie positive, qui va vraiment définir comme l'art de l'optimisation de la performance de soi. Donc l'idée, c'est véritablement d'essayer de prendre l'être humain comme il est, en essayant de lui mettre l'accent sur les ressources qu'il a en lui-même. En fait, la grande différence entre la psychologie positive et la psychologie traditionnelle, c'est le déplacement de l'art du pourquoi
de la psychologie traditionnelle, puisqu'en fait, dans la psychologie traditionnelle, on se pose la question d'où vient le mal, pourquoi j'ai mal, ce qui explique d'ailleurs le retour à l'enfance, à des traumatismes. Et la psychologie traditionnelle, c'est long. C'est long parce qu'on fait un gros travail, on va dire, de base vis-à-vis de l'être. La psychologie positive n'a pas du tout cette ambition. Elle transforme l'art donc, du pourquoi je vais mal à comment je peux aller mieux. On va prendre l'individu comme il est et on va essayer de comprendre comment il fonctionne en lui montrant qu'il fonctionne. Et à partir de là, comment est-ce qu'on peut essayer de maximiser certaines ressources et certains fonctionnements qu'il développe de façon quasi naturelle. Pour donner un exemple, entre deux entreprises de bus, une qui arrive systématiquement en retard, une autre qui arrive systématiquement à l'heure, plutôt que de se demander pourquoi celle qui arrive en retard, on va se tourner vers celle qui arrive à l'heure en se demandant comment elle fait. Et c'est vrai que la psychologie positive se dit que plutôt que d'aller voir un médecin quand on va mal pour mettre une rustine et puis prendre un cachet antidouleur, on essaye de savoir comment, quand l'individu va bien, il réussit en fait à travailler le mental et le physique pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un équilibre. Et c'est ça qui est assez intéressant. Je dirais que la psychologie positive, c'est vraiment un art de l'observation. Intéressant comme définition, oui. Comment est-ce qu'on peut et comment mesurer son niveau de bonheur ? Il y a des petits indicateurs qui peuvent nous aider ? Oui, bien sûr qu'il y a tout à fait des indicateurs. Alors, il y a ce qu'on appelle un quotient de bonheur qui existe. Vous pourrez regarder sur Internet, un vrai quotient qui est indexé. C'est l'entreprise Positran qui a mis ça en place. Et c'est assez intéressant vis-à-vis du reste, on va dire, de la planète. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement comment est-ce qu'on peut réussir à mesurer son bonheur, mais réussir à mesurer l'état de son whole being. En anglais, on a cette très belle expression, le whole being, qui veut dire l'être dans son intégrité, dans sa totalité. Oui, il y a quelque chose d'assez holistique. Tout à fait, très holistique et qui n'a pas d'équivalent en français. Non, et qui n'a pas de connotation ésotérique, d'ailleurs. Pas du tout, absolument pas. Et en fait, le whole being, Tal Ben-Shahar a proposé une mesure que vous pouvez tous faire, qui s'appelle la mesure SPIRE. En anglais spire, qui veut dire spirale, avec des catégorisations qu'il nous proposait de noter en cours. Il fallait se noter de 1 à 5, 1 étant la note la plus basse, 5 étant la meilleure note, dans les différentes catégories. Il nous faisait nous prendre notre température de ce whole being 2 fois par semaine, dans le même lieu à la même heure. Et donc, on avait un carnet, comme on a un carnet de fièvre, un carnet de température, et on faisait des courbes. Et ce qui était assez bluffant, un cours, ça dure à peu près 3-4 mois à Harvard University. Ce qui était très intéressant, c'est de voir comment certaines notes se croisaient et comment, lorsque la note était en dessous de la moyenne, donc on avait à peu près 2 ou 1, comment c'était des indicateurs, en fait, qu'on allait mal. Et cette température, vous pouvez la prendre vraiment en 30 secondes, 1 minute, donc c'est vraiment pas long. Il y avait quoi comme critère ? Alors, comme catégorie de SPIRE, c'est S comme spirituel. Et donc le spirituel, ça n'a rien à voir avec le religieux. C'est beaucoup plus, est-ce que le moment que je suis en train de vivre me dit quelque chose sur ma place au monde ? Est-ce que ce que je suis en train de vivre fait sens ? Alors comme nous, on prenait ce moment pendant le cours de Tal, la réponse, pour certains, on va dire pour les plus nombreux, c'était bien sûr oui, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant lorsque vous le faites, on va dire, chez vous, isolé, pour essayer de comprendre, ok, je vais encore aller au boulot, ça va encore être répétitif, est-ce que pour moi, ça dit quelque chose vis-à-vis d'une soif métaphysique que je peux avoir ? Donc le S, c'est vraiment très profond vis-à-vis du sens, la raison d'être, des valeurs que je peux avoir. Le P, c'est physique, comment on se sent physiquement ? Est-ce que quand je m'arrête juste 1 minute, j'ai une douleur au dos qui revient et qui m'appelle, qui me dit quelque chose sur le fait que quand je suis en action, je ne veux pas la voir. Quand je prends ma température, est-ce que tout d'un coup, je me mets 1 parce que j'ai mal au dos ? Alors bien sûr, tout ça doit être documenté, on doit expliquer aussi sa note, mais ça veut dire que si ça revient 3 ou 4 fois, il faut absolument aller consulter. Le I, c'est intellectuel. Est-ce que ce que je suis en train de vivre me stimule intellectuellement, ou alors je suis dans quelque chose de répétitif, il n'y a pas de curiosité intellectuelle, je m'ennuie. Le R, c'est relationnel. Alors là, tu peux bien imaginer comment c'était quand on était en confinement, il y avait un manque de relationnel terrible. Donc, comment je me sens au niveau de mes relations amicales, familiales, amoureuses. Et puis le E, c'est émotionnel. C'est-à-dire, est-ce que je peux dire que ce que je ressens à ce moment-là, si jamais je m'observe, c'est tout le temps une nostalgie du temps passé, une nostalgie de ce moment que j'aurais vécu avec des personnes qui sont disparues. Donc ce E émotionnel, c'est vraiment si je me laisse, si je lâche prise pendant 1 minute,
qu'est-ce qui revient ? Et cette température, justement, eh bien, elle arrive à donner un état de bonheur global, puisque, en fait, ce sont ces 5 dimensions qu'on va retrouver dans la psychologie positive. On imagine bien évidemment les corrélations qu'il y a entre chacun des critères. Exactement. Vraiment, on parle de tête, cœur, corps, c'est vraiment ça. C'est mêler le psychologique, le physique, le mental, et puis, bien entendu, cette grande part aussi importante du corps qui doit prendre toute sa place. Alors, ce niveau de bonheur, il vient d'où ? Il y a une part génétique, une part de notre volonté, une part, voilà, donne-nous un petit peu le découpage, je dirais, de ce bonheur. Ah, le découpage, difficile. Oui. Là aussi, les experts se battent un petit peu. On montre que dans la détermination du bonheur, on a une part quand même qui va être génétique. Et quand on dit génétique, je dirais même plus transgénétique. C'est-à-dire qu'on se trimballe les bagages de nos ancêtres, qu'on le veuille ou non. Alors, c'est pas ésotérique, c'est pas spirituel. Ça a été prouvé. Il y a une étude Harvard qui a montré ça. Bien sûr, une étude Harvard qui montre vis-à-vis de traumatismes qui ont pu se passer dans la famille, qui ont été tus. Comment est-ce que dans les générations suivantes, ça se traduit vis-à-vis de douleurs, même physiques, que les personnes peuvent ressentir, ou alors de maladies chroniques. Donc on a une partie qui va être une partie assez, on va dire, assez faible. On est aux alentours de 7 à 10%. Donc c'est quelque chose qui n'est pas extrêmement élevé. Et on va avoir ensuite une partie qui va être de moitié sur les expériences. C'est-à-dire que là, ça va être le pur hasard. C'est qui on rencontre, les mauvaises expériences, les accidents, ce qu'on appelle la chance, en fait, qui va nous façonner. Mais on va dire que dans ce camembert qu'on essaye de faire en termes de répartition, on reste à plus de la moitié de volonté consciente d'être heureux. C'est-à-dire que, au risque de pouvoir dire qu'il y a certaines personnes qui sont positivistes et qui ne voient pas le danger, on choisit en fait de voir le verre plein ou le verre vide. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, naturellement, on voit le verre vide. En fait, notre cerveau est fait de telle façon... Pour la survie. Pour la survie. Ça scanne tout le temps en disant menace, menace, menace. Or, si nous, on est dans ce cadre-là, on est dans un état d'anxiété terrible. Face à un tableau, un beau tableau, il suffit de voir une petite tache noire pour qu'en fait notre œil ne soit attiré que par ça, au point où quelquefois on n'arrive même pas à savoir quelle est l'image du tableau. Donc notre cerveau est vraiment très tendu vers le négatif pour des questions de survie. C'est pour ça que Tal Ben-Shahar a inventé ce très beau néologisme qui s'appelle optimalisme, qui est la combinaison entre l'optimisme et le réalisme. C'est-à-dire ce qu'il dit, il ne faut pas être d'un optimisme béat, très naïf, mais ce qu'il faut, c'est se dire, quand je fais mon arbre de décision, quand je fais une planification, il faut quand même que j'ai une branche dans laquelle je me dis, ça peut aller bien. C'est quoi ? Ça peut quand même aller bien. Juste ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, généralement, se disent, voilà, je vais être négative, parce que de toute façon, si jamais ça ne marche pas, j'ai raison. Et si jamais ça marche, c'est une bonne surprise. Mais faites très attention parce qu'en fait, vraiment, vous vous conditionnez à l'échec. On se programme en fait. Exactement, vous vous préprogrammez. On a quand même le sentiment, et ça tu vas dire si les études le montrent ou pas, que certaines personnes, justement, naturellement, vont quand même voir plus le verre à moitié vide, à moitié plein, et que donc pour ces personnes-là, l'effort est moins important d'avoir la conscience du bonheur, parce que comme s'ils étaient tombés un peu dans la potion quand ils étaient petits. Alors ça, est-ce que c'est l'empreinte culturelle, du transgénérationnel, de l'éducation C'est un peu tout. Et puis, il ne faut pas sous-estimer aussi tout le côté hormonal. C'est-à-dire qu'il y a en fait un phénomène d'humeur. Alors aux États-Unis, on prend beaucoup de pilules pour essayer de réguler l'humeur. Ça, c'est quelque chose qui est assez commun parce qu'on ne doit pas avoir d'excès. Moi, par exemple, juste pour vous donner une anecdote personnelle, quand je suis arrivée à Boston pour faire mon doctorat, le premier jour, j'ai eu un accident de voiture. Assez terrible, je traversais la rue, et donc j'ai été transportée aux urgences. Et une des premières choses que le médecin m'a dit, c'est « Voulez-vous qu'on vous sectionne le nerf ?» Donc voulez-vous qu'on puisse vous enlever, vous déprogrammer pour sentir la douleur. Comme ça, vous pourrez retravailler rapidement. Et moi, en bonne française, je lui ai dit « Non mais, mon but, c'est pas l'efficacité. Si je dois vivre avec ma douleur, je travaillerai sur cette question de douleur, ça fera partie de moi. » Et j'ai bien entendu continué à avoir une chaise roulante, une canne, etc. Mais c'est juste pour dire que dans cette notion de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, il faut aussi prendre en considération cette question de l'humeur. Et l'humeur, effectivement, c'est transgénérationnel, c'est aussi hormonal. Il y a des personnes qui ont des tendances dépressives, voire suicidaires. Et ça, on le voit généralement assez tôt, dès l'adolescence.
Oui, c'est ça. Alors, la psychologie positive, dans les idées reçues ou pas, elle n'interdit pas les émotions négatives, où on pourrait nier justement une partie tragique de nos vies. Alors, voilà, tu as prononcé un mot qu'il ne faut surtout pas prononcer, c'est émotion négative. Voilà, mais comme elle est aussi moquée par certains côtés, la psychologie positive, c'est ça qui est intéressant, et de revenir un peu là-dessus. Tout à fait. Barbara Fredrickson nous rappelle, qui est vraiment absolument merveilleuse, qu'en fait, il n'existe pas d'émotions négatives. Toutes les émotions ont un but bien particulier. Tout comme lorsque je sens que j'ai la gorge sèche, mon corps m'indique en fait que je dois prendre un verre d'eau pour pouvoir m'hydrater. En fait, le corps envoie un signal physiologique, émotion, emotion, pour pouvoir permettre une réaction immédiate. Plus les personnes vont bloquer l'émotion, j'en vois beaucoup en entreprise qui se disent « moi je me blinde, je ressens rien », ils sont amers, ils sont assez sarcastiques. Généralement, ça c'est la pente du burn-out. Un corps sans émotion, c'est un corps qui est mort. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est accepter l'émotion. Oui, parce qu'en fait, ils ne gèrent plus la charge émotionnelle. Pas du tout. Pas du tout. Ils sont en fait déplugués. Ils sont complètement désynchronisés avec eux-mêmes. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Parce que c'est le début, en fait, de l'insensibilité, c'est-à-dire pas seulement le blindage, mais aussi, en fait, la non-possibilité d'apprécier la vie. Et on le voit, généralement, c'est des personnes qui développent des maladies et vraiment des grandes tristesses à l'intérieur. Donc l'idée, c'est de pouvoir apprivoiser l'émotion, c'est-à-dire la reconnaître. Et là, vraiment, je conseille vivement aux personnes qui nous écoutent de connaître les travaux de Paul Ekman, qui est le fameux professeur d'intelligence émotionnelle, qui a beaucoup travaillé sur la question du visage dans l'émotion, au point de devenir monsieur détecteur de mensonges. Si vous aimez les séries Netflix, vous pouvez voir la série Lie to Me, qui propose aux profilers d'utiliser ces techniques de Paul Ekman. Et il a fait un atlas très intéressant avec le Dalai Lama, sur le site internet atlasofemotions.org. Et là, on voit comment est-ce que l'intelligence émotionnelle, c'est avant tout diagnostiquer son émotion, la gérer. Diagnostiquer l'émotion de l'autre et gérer la relation. Et donc, en fait, une fois qu'on a compris ça, on comprend que chaque émotion est sous-tendue d'un certain besoin. Alors quand on dit gérer, justement, c'est un terme qui ne plaît pas forcément, cette idée de gestion des émotions qui ramène parfois de la performance à de l'efficacité. Est-ce que c'est les vivre? Est-ce que c'est les accueillir? Qu'est-ce que ça veut dire gérer? Petit terme anodin comme ça en passant. Mais non, mais tu as parfaitement raison. Et c'est vrai que c'est pas neutre qu'on parle aujourd'hui de leadership positif, c'est pas neutre. C'est vrai que le but, c'est quand même de la performance d'être humain. C'est-à-dire d'aller bien, mais pour pouvoir travailler mieux, ça c'est sûr. Dans l'idée de gestion, c'est vraiment une façon non seulement de diagnostiquer, mais de faire en sorte de ne pas être envahi. C'est-à-dire toujours cette idée de préservation, de ne pas être malade de cette émotion, c'est-à-dire de la vivre, mais de la vivre jusqu'à un certain point qui me permette en fait de revenir à une sorte d'homéostasie, un peu comme lorsque le corps réussit à s'équilibrer en termes de chaleur. Le corps crée des émotions parce que tout au long de la journée, en fait, on est dans cet état de pouvoir se rééquilibrer émotionnellement parlant. Ouais, super. Alors, ça m'envoie vers cette idée de permission d'être humain quand je t'entends de Tal Ben-Sahar, justement, dont tu as été l'élève à Harvard, tu le redisais tout à l'heure, qui dit que la psychologie positive ne peut pas conduire à être tout le temps heureux, en fait, et d'accueillir certaines imperfections, finalement, de l'être humain. Et c'est parfaitement vrai. Il cite une anecdote dans son livre. Il dit, j'étais en train de manger au réfectoire. Il faut imaginer les réfectoires très Harry Potter. J'étais tout seul en tant que jeune prof. Et puis tout d'un coup, je vois un étudiant débarquer alors que j'étais en pleine réflexion, en train de manger de façon un peu sombre. Et puis il le nargue en disant « Mais c'est vous le prof de bonheur ? Dites donc, vous faites une tête, vous devriez vous appliquer vos propres théories parce que ça n'a pas l'air de marcher. » Et lui d'expliquer en fait que la psychologie positive, ce n'est pas tant d'être heureux que de développer la finesse de la joie du bonheur du chemin pour être heureux. Et il explique en fait, et on le voit pour des enfants qui sont habitués à être très gâtés et d'avoir ce qu'ils veulent, en fait dès qu'ils ont le bonheur de la possession d'un but qui rend heureux, ils veulent d'autres choses, il y a une vraie frustration. Donc l'idée c'est vraiment de développer cette faculté d'apprécier le chemin vers le bonheur et de pouvoir se mettre des buts atteignables, mais plusieurs, pour que justement on puisse maintenir cette excitation, cet enthousiasme de la joie du chemin. Oui, ça m'amène à la question de cette différence entre le plaisir et le bonheur. C'est vrai que le plaisir immédiat, même dans la relation à l'autre, parfois, est-ce que c'est le bonheur ?
Alors, c'est toute la question de l'hormonal, de la dopamine. C'est vrai qu'en fait, le bonheur, normalement, devrait être un état plus profond. Mais c'est un état qui est difficilement conscientisable. Je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir essayer de se dire à certains moments de la journée, d'où les fameux 3 kiffs, par exemple, ou alors la méditation de pleine conscience, d'avoir en fait son propre outil pour se dire, tiens, mais là, je suis heureuse. Devant toi, Anne, je peux te le dire. Là, je suis au micro, là, je partage vraiment un bonheur. Là. Je kiffe, Anne, je kiffe. Donc, c'est vrai que c'est des moments comme ça qui doivent juste être des moments d'intense réalisation. J'ai été en vie à ce moment-là et j'ai kiffé. Et ça, je trouve ça formidable. Il y a quelque chose de savouré, de goûter l'instant dans un espèce d'état de flow, justement. Oui, d'état de flow, de temps long. C'est quoi le flow en psychologie positive ? Alors, le flow, ça a été développé par Mihail Csikszentmihalyi. Alors là, je crois qu'impossible à bien là, c'est bien parfait, prononcer. Là. Merci. Qui est un grand ami de Martin Seligman et qui propose en fait de montrer que chaque personne a ses propres ressources, ses propres forces. Qui était-il ? Tiens, dis-nous, c'était un chercheur en psychologie et qui va travailler avec Martin Seligman pour l'élaboration de cette psychologie positive. Ce qui est intéressant, c'est que lui va montrer comment est-ce que l'absorption dans une certaine activité va en fait permettre ces moments où on n'a plus conscience du temps, de l'espace, ces moments de kiff. En fait, c'est des moments de temps suspendu. Et chacun d'entre nous doit identifier cette activité. Ça peut être la course, la marche à pied, s'occuper de ses enfants, faire de la cuisine. Enfin, rien n'est une petite activité, ça peut être de la lecture. Mais tout d'un coup, on a cette capacité de pouvoir être complètement absorbé par quelque chose. Et c'est en fait, quand on est dans son état de flow, qu'on se réénergise, qu'on réussit en fait à remettre du fuel, on va dire, dans le système. Et c'est absolument à détecter tôt pour que justement, quand vous vous étiolez par vos compétences, puisque les compétences, c'est que de l'acquis, c'est-à-dire des choses qu'on vous a apprises, qui ne sont pas forcément votre flow, vous puissiez vous échapper par une activité qui vous remet en énergie par rapport à vos forces naturelles. D'ailleurs, j'ai toujours été très touchée par la docteure italienne Maria Montessori qui parlait de l'esprit absorbant de l'enfant, the absorbent mind, elle disait. Donc c'était vraiment ça, à observer, à laisser jaillir chez l'enfant. Tout à fait, observer, jaillir, et puis une capacité de création par l'imagination qui permet aussi une vraie densité, une vraie intensité du moment. C'est ça. Alors concernant la relation à l'autre, est-ce que c'est la qualité de la relation à l'autre qui nous rend heureux ? Qu'est-ce qui nous rend heureux dans la relation à autrui ? Alors on a toute cette théorie sur la gratitude. Là aussi, beaucoup d'études ont été faites pour montrer qu'en fait, par rapport à un acte de charité, d'aide, d'humanitaire, la personne qui est la plus heureuse, certes, c'est la personne qui reçoit, mais c'est aussi la personne qui donne. On se rend compte en fait qu'il y a un échange de bonheur qui est assez palpable et surtout quantitatif. La psychologie positive, toutes ces méthodes viennent de recherches scientifiques et de neuroscientifiques. Donc ce rapport à l'autre, qui est dans la volonté de don et dans la volonté de recevoir, selon certaines tendances, là aussi, ça peut être du transgénétique, mais ça peut être aussi l'expérience, on va être plus ou moins à l'aise dans le fait de recevoir ou de donner. Moi, par exemple, lorsque je fais des interventions en entreprise, il y a des fois où je demande à une personne de pouvoir se présenter et d'accepter les applaudissements d'autres. Et pour eux, mais c'est une torture de recevoir ce qui pourrait être vu comme un acte d'amour et un acte de reconnaissance. C'est vraiment, on les voit mais rougir, ils savent plus où aller, et ils disent c'était vraiment violent. Et ça, c'est absolument incroyable, parce qu'en fait, c'est des personnes qui sont tellement conditionnées à avoir de la critique que simplement un compliment sincère ou des applaudissements met terriblement mal à l'aise. Donc ça, c'est plus des personnes qui vont avoir l'habitude de donner que recevoir. En fait, bien sûr, il faut un juste équilibre pour pouvoir vraiment prétendre à appliquer la psychologie positive de façon pleine. Il y a une forme du coup de résilience parfois dans la relation à l'autre qui se met en place. Une forme de résilience qui est une forme aussi de résistance. En fait, quelquefois, on a tellement l'habitude, puisqu'on est élevé comme ça, de voir l'autre comme un compétiteur, comme un ennemi, qu'en fait, déjà, dès qu'on va être vis-à-vis de l'autre, on va être non pas dans une relation d'établissement de confiance, mais de déconstruction de la méfiance. Et ça, c'est terrible parce que du coup, on va prêter des intentions à l'autre par rapport à un filtre interne qu'on peut avoir, par rapport à ce qu'on projette. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, réussir à arriver à une certaine neutralité vis-à-vis de l'autre, puis de toute façon, c'est tellement facile de le googler et puis d'essayer de commencer à avoir des a priori, c'est très compliqué. On le voit même dans les datings.
Oui. D'ailleurs, est-ce que la psychologie positive fait des liens, des passerelles avec des méthodes ou des approches type communication non violente, justement dans l'expression de ses besoins ? Tout à fait. Communication non violente par rapport à de l'assertivité, par exemple, et l'affirmation de soi. La psychologie positive vraiment fait de grands ponts. Et puis, bien sûr, on a aussi l'application de la psychologie positive dans différents domaines. Donc, on a, on va dire, plusieurs techniques. La méditation en étant une, j'ai cité la pleine conscience, le yoga. Donc, la psychologie positive, c'est aussi, en fait, un domaine qui va être très transdisciplinaire. Et puis, on a aussi, en fait, une application de la psychologie positive dans pas mal de disciplines. On a cité Maria Montessori. La parentalité positive, par exemple, c'est quelque chose de magnifique. Il suffit de lire les travaux de Faber et Maslich, écouter pour que les enfants parlent et parler pour que les enfants écoutent, pour comprendre, en fait, que ça marche. Et ça, c'est un mélange de communication non violente et de psychologie positive qui marche à n'importe quel âge. Donc, je conseille vraiment nos auditeurs à pouvoir découvrir ces auteurs. Alors, je conseille également, je me suis formée à cette méthode et c'est absolument extraordinaire. Quand on est parent, c'est vraiment aussi un cadeau. Tout à fait. Enfin, ça peut servir, comme tu disais, à tout moment de la vie. Mais c'est vrai qu'en particulier, dans ce chemin-là, c'est excellent. C'est vrai. Alors, une petite partie publicitaire. J'ai enregistré en tant que comédienne des contes de psychologie positive de Faber et Maslich. Je conseille vraiment que vous puissiez les écouter, ça me ferait très plaisir, mais surtout que vous puissiez les lire. Ça s'appelle Les Blipous. Et les Blipous vont à l'école. Et en fait, le deuxième tome parle du harcèlement en classe et comment se faire accepter dès que l'enfant va avoir, on va dire, à peu près 7-8 ans. Et je conseille vraiment vivement de découvrir ces contes pour que les enfants comprennent très tôt des principes de psychologie positive, les Blipous. Alors c'est parfait, on donnera aussi le lien dans Métamorphose. Alors revenons peut-être sur les relations amoureuses. Quelles clés tu peux nous donner pour vivre le couple justement en conscience avec la psychologie positive ? Toi, tu cites par exemple ce livre qui t'a marqué, je crois, Les 7 secrets des couples heureux du célèbre John Gottman, c'est ça ? Oui, exactement. Ouais. Exactement. Alors, dans les relations amoureuses, c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout experte là-dedans. Je suis beaucoup plus coach en entreprise, coach professionnel. Mais ce qui m'avait plu, en fait, dans la citation que j'ai pu faire vis-à-vis de ce livre, c'était cette capacité d'un nouveau regard. Et c'est vrai qu'on réalise que les couples qui prennent le temps de se regarder, parce que généralement, les couples sont des personnes qui vivent à 100 à l'heure et voilà, le temps long, on l'oublie. Généralement, il y a les enfants ou alors la carrière. Donc, on se rend compte vraiment pour faire des choses très matérielles et très, très utilitaires. Mais juste avoir des moments, par exemple, une seule minute, pour pouvoir se regarder et sentir dans l'intensité des yeux, en fait, tout le passé qu'on a pu vivre ensemble. Ça, ce sont des choses, en fait, la connexion du regard qui sont très intéressantes à faire. Alors, revenons aussi à l'entreprise, parce que tu interviens et tu l'as dit plusieurs fois en tant que coach. Quelles initiatives tu vois en ce moment peut-être qui émergent, qui bougent dans les structures et que toi tu suggères de mettre en place ? Alors, il y a beaucoup de choses qui bougent, ça fait très plaisir d'ailleurs. Oui. Il y a des choses qui bougent au niveau du rapport au genre. Donc, beaucoup de formations qui sont dédiées au woman empowerment, comme on dit, c'est-à-dire essayer de permettre aux femmes de pouvoir avoir des accès de pouvoir plus grands, en particulier au niveau de certaines positions dans l'entreprise. Ah tiens, d'ailleurs, tu peux citer ton livre à ce sujet aussi. Avec plaisir. C'est un livre qui s'intitule « Ensemble pour les droits des femmes » que j'ai eu la chance de pouvoir écrire avec Isabelle Rome, qui aujourd'hui est devenue ministre à l'égalité, et qui est publié chez Gallimard. Et donc, c'est vrai que c'est un vrai travail de coaching qui est proposé dans les entreprises, qui se trouve tant au niveau des sociétés, on va dire, de conseil que de sociétés autres. Donc ça, je trouve que c'est très, très, très positif. Il y a un gros travail aussi au niveau RSE, avec une conscience du rapport, on va dire vertueux, entre marchandises, clients et puis collaborateurs, hiérarchie. Il y a un vrai travail, je dirais, de changement de paradigme aussi au niveau entreprise aujourd'hui. Quand on parle de leadership positif, d'ailleurs, Tal Ben-Shahar a écrit un de ses livres les plus récents sur le bonheur d'être leader, pour essayer de travailler de façon plus horizontale et moins verticale. On part de plus en plus de l'idée de devoir être pyramidal, donc sortir vraiment de la hiérarchie et avoir un rapport beaucoup plus encadrant pour permettre vraiment la montée en compétences des collaborateurs. Donc c'est aussi, petite parenthèse, Isaac Getz que j'ai reçu dans ce podcast sur l'entreprise libérée ou l'entreprise altruiste. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment dans cette veine-là, moi c'est ce que je vois. Et puis, ce que je voudrais citer, c'est les travaux que je mène aussi sur le parallèle à faire entre les KPIs, donc Key Performance Indicators, les clés d'indicateurs de performance, et les KBIs, les clés d'indicateurs behavioral,
comportementaux. Et de plus en plus, et ça dès les ressources humaines, on se rend compte que si le QI est intéressant, c'est-à-dire font des bons experts, le QE l'est aussi, c'est-à-dire le quotient émotionnel. Et en tant que comédienne, eh bien, il y a plein de fois, on me demande d'intervenir dans des situations de ressources humaines où on va mettre un petit peu la personne qui souhaite le poste au test, de voir comment est-ce qu'il va gérer des collaborateurs qui sont un peu difficiles, des hiérarchiques qui sont aussi... Donc on va vraiment travailler le comportemental et je trouve ça très intéressant. Ça c'est bien, ça donne de l'espérance. Est-ce que cette idée justement d'altruisme, d'empathie se développe ou encore une fois elle est un peu fake dans le sens où elle est liée à cette performance ? Alors est-ce qu'on apprend en entreprise à être des gens gentils ? Est-ce que j'ai bien résumé la question ? Des gens gentils ou en tout cas qui peuvent servir. Aujourd'hui on voit émerger en France quand même le statut des entreprises à mission. Ça dit aussi beaucoup au niveau juridique. Que les choses bougent et plus simplement sur des indicateurs, et tu le disais à l'instant, que de performance économique. Oui, alors ce qu'on va dire, c'est qu'il y a un vrai développement avec du cette idée sens. De caisse de sens, voilà, c'est ça. Voilà. On y vient. Il y a un vrai, le fameux why, un vrai développement d'une conscience de mission, de valeur, de rapport à qu'est-ce que j'apporte au monde. Mais ça ne suppose pas d'une charte éthique dans la façon de traiter le collaborateur. Ça, aujourd'hui... Bon, alors, selon la société, je sais qu'il y a certaines grandes banques, par exemple, qui ont mis ce qu'on appelle... ils ont mis en place des systèmes de whistle, donc d'appel à l'aide si jamais il y a du harcèlement ou quoi que ce soit. De ce que je vois, il y a encore beaucoup de peur de la part de personnes d'activer. On a très peur pour son poste, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc c'est ça, moi, qui m'intéresse en tant que coach. Moi, je sais que j'ai déjà des ressources humaines qui m'appellent en me disant « il faut que vous coachiez un tel ». Déjà, je leur dis « vous savez, moi, en termes de déontologie, il faut que la personne m'appelle ». Donc ça doit être un acte conscient et volontaire. Et quand la personne m'appelle, généralement, lors du premier rendez-vous, on me dit « donc si je comprends bien, tout ce que je vais vous dire va être apporté aux ressources humaines ». Et là, je leur dis non seulement c'est faux, mais si je vois qu'il y a souffrance, c'est-à-dire que moi, je viens avec mes outils, mais si je vois qu'il y a une vraie souffrance, je serai la première à vous recommander de quitter cet endroit et l'entreprise aura payé quelqu'un pour vous dire de partir. Donc là, généralement, la personne se sent en confiance et on peut faire un vrai travail. Mais c'est vrai que de ce que je vois, il y a encore peut-être... peut-être pas autant qu'il y avait certaines années, mais il y a encore quand même beaucoup de souffrance vis-à-vis du comportemental. Puisqu'on parlait du sens, est-ce que donner du sens à sa vie est une composante sine qua non de l'épanouissement personnel ? Comment est-ce qu'on peut définir le sens ? Évidemment, on pense toujours à Viktor Frankl quand on parle de la quête de sens, et puis j'en parle souvent dans ce podcast. Et malheureusement, il n'est plus là pour qu'on puisse l'interviewer, mais effectivement, il y a ça derrière. Alors moi, je rencontre beaucoup de personnes lorsque je leur parle de la quête de sens qui lèvent les yeux au ciel en disant « mais enfin, qu'est-ce que je suis, une petite goutte dans l'océan ? Moi, le sens, vous savez, c'est d'essayer de me maintenir. Vous savez, entre la Covid, la guerre, moi, j'essaye simplement de surnager. » Et on a vraiment, en fait, cette notion-là qui vient souvent, surnager. J'essaye de survivre, en fait. Ça dit déjà beaucoup. Ça dit déjà beaucoup. Finalement, en fait, peut-être que le sens est un mot un peu trop pompeux. Moi, j'aime bien l'ikigai, que tu vas sans doute connaître, avec justement ces 4 bulles qui correspondent à des questions à se poser. Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie ? Quels sont mes talents ? Dans quoi je suis bon ? Pourquoi je suis payé ? Et qu'est-ce que je veux laisser derrière moi ? Vraiment, ces 4 questions, moi, généralement, je commence mes coachings par ça. Et en fait, les personnes, des fois, butent sur qu'est-ce que j'aime faire. Moi, je me rappelle, ce grand patron m'a regardé avec des grands yeux en disant « mais je me suis jamais posé la question de ce que j'aimais faire. » Et puis encore avec cette idée d'être sur Terre dans le cadre d'un travail pour souffrir, c'est le tripalium latin. Méritant. Et c'est vrai que plus on va se poser ces questions tôt, plus en fait en termes de psychologie positive, on va réussir à mieux s'épanouir par rapport aux ressources qu'on a à l'intérieur. Ça dit beaucoup quand même de nos blessures personnelles, toutes ces questions-là. Par exemple, le patron qui dit moi je me suis jamais posé ces questions-là. Là, typiquement, c'est de l'anesthésie émotionnelle de ne pas se poser de questions, justement. Alors, c'est l'anesthésie émotionnelle et puis c'est aussi des questions de résilience, c'est-à-dire de se faire tellement de carapace vis-à-vis de coups qu'on a pu avoir, que d'un certain moment, pour refuser de souffrir, on décide juste on débranche le canal émotionnel.
Est-ce qu'on pourrait citer 3 voies qui permettraient de retrouver du sens ou de trouver du sens à sa vie ? L'art en fait-il partie forcément? Pour toi, oui, j'imagine. Oui. Ah oui, c'est vrai que pour moi, je suis une grande convaincue du théâtre. Et vraiment, je conseille à chacun de pouvoir en faire. Théâtre, improvisation, puisque aujourd'hui, ce qui est très à la mode, c'est l'intelligence situationnelle. Et qu'est-ce que l'intelligence situationnelle, si ce n'est l'art de l'improvisation? Mais c'est vrai que ça va beaucoup vous aider, non seulement en communication, mais en développement de capacités de créativité. Donc ça, le théâtre, pour moi, l'art, oui, est vraiment un exutoire, une capacité aussi de se donner la possibilité de créer. Mais sans sens, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout de suite vous demander d'être artiste. On va juste vous demander de lâcher prise et d'essayer avec un gobelet, une feuille de papier, des crayons, de juste pouvoir vous exprimer. Donc ça, je pense que la créativité par l'art, c'est quelque chose de très important. Une autre voie, en plus de tout ce qui est artistique, que ça peut être chant, danse, théâtre ou dessin ou autre, une autre voie, je pense que c'est la bibliothérapie. Je crois beaucoup dans tout ce qui va être la guérison par la lecture. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a aux États-Unis, ça se développe. Hein. Exactement, ouais. Et en France, ça se développe aussi. Il y a un site que je vous conseille de voir, c'est Love for Livre, qui est un site en fait qui va vous proposer l'émotion que vous voulez découvrir. Donc vous rentrez l'émotion et vous allez avoir une bibliographie reliée à cette émotion. C'est génial, ça. C'est assez fort, c'est assez puissant. Et donc la bibliothérapie, pour moi, j'y crois beaucoup et j'ai enregistré beaucoup de livres en tant que comédienne. Et moi, je suis persuadée que par l'oral, il y a tout un travail, justement, un développement de l'imaginaire qui est très important à pouvoir prendre en considération. Donc, je dirais que ça, c'est une deuxième voie. Et puis, la troisième voie, c'est juste des gestes de gentillesse vis-à-vis de soi. C'est aussi bête que ça. Prendre le temps de se dire, plutôt que je sois dans l'action, que je sois dans le don, que je sois... Juste se dire, je vais prendre un tout petit moment de respiration. Et de respiration, c'est pas yoga qui peut-être vous embête d'être en position lotus. C'est juste, voilà, un peu de tisane, un tout petit moment où je vais me poser sans être frénétiquement sur mon téléphone pour savoir qu'est-ce que je suis en train de rater du monde. Voilà, retrouver son meilleur ami. Parce que j'aime beaucoup cette citation aussi qui dit « You are the one you have been waiting for ». Vous êtes la personne que vous avez toujours attendue. Et c'est vrai que je trouve que c'est très puissant. Je crois que c'est Byron qui avait dit ça. Et c'est vrai qu'en fait, voilà, on n'a pas d'autre soi comme possibilité que soi-même. Et c'est ce qui en fait aussi la beauté. C'est ça. Les autres sont déjà pris, soyez vous-même. Hein. Exactement. C'est ça. Exactement. Alors, dans les outils, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le fameux PERMA aussi, qui permet de fixer des objectifs pour avancer aussi de façon parfois un peu plus claire? C'est vrai, quand on cherche à aller mieux, à être sur un chemin, ça peut nous aider aussi d'avoir des outils, tout simplement. Exactement. Alors, le PERMA, c'est un outil qui a été développé par Martin Seligman. Et c'est vrai que ça permet véritablement de pouvoir mettre en place une façon aussi de pouvoir chasser tout ce qui va être croyances limitantes. Alors les croyances limitantes, c'est le fameux perroquet négatif que vous avez sur votre épaule et qui vous rappelle du matin au soir que vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'êtes pas à la hauteur, vous êtes mal habillé, vous n'êtes pas maquillé, vous n'allez pas réussir le projet que vous allez faire, votre repas va cramer, etc. Donc vraiment, le PERMA, ça va vous permettre de pouvoir aller plus loin que ces croyances limitantes en travaillant justement une sorte de développement de monologue intérieur qui va, voilà, là aussi, vous permettre de pouvoir changer de paradigme. Alors, en termes d'acronymes, je ne voudrais pas me tromper, peut-être que tu... Oui, je les ai, donc c'est Positive Emotions, Relationship, Meaning, Accomplishment. Alors, justement, Positive Emotions, c'est vraiment essayer de développer quelque chose qui va permettre en fait au cerveau de pouvoir voir le verre à moitié plein par rapport au verre à moitié vide. Je vais vous donner un exemple. Votre ami vous invite à un cocktail. Vous vous habillez, vous faites quand même assez beau ou assez belle. Vous aviez prévu une petite soirée tranquille devant une série. Bon, vous faites l'effort quand même de vous habiller, vous prenez du temps et puis vous allez au cocktail. Vous arrivez au cocktail, vous la voyez, cette amie, qui est en train de discuter avec quelqu'un d'autre. Elle vous voit, elle ne vient pas vers vous. Elle continue sa discussion. Donc là, qu'est-ce qui se passe immédiatement? Si on laisse le cerveau aller directement, ça va être quoi? Ça va être... mais en fait, elle m'invite pour m'humilier.
Elle m'invite, elle m'a vue, elle vient pas. Qu'est-ce que je connais personne, je sais pas quoi faire. Donc là, ou stupéfaction, ou alors vous rentrez chez vous et vous passez votre soirée en vous disant franchement celle-là, je vais l'afficher la prochaine fois, etc. Donc ça, on va dire que c'est justement negative emotions. Donc même si on n'a pas d'émotions négatives, on peut quand même rentrer dans une sorte de délire, de frustration qui ne va amener à rien. Donc ce développement d'émotions positives, ça peut être travailler à changer le monologue intérieur. C'est-à-dire partir du principe que peut-être qu'elle ne m'a pas vu. Partir du principe que y a des petits fours. Je peux peut-être aller au buffet. Partir du principe que je peux aussi me permettre de pouvoir saluer des personnes, même si je ne les connais pas. Donc vraiment essayer un tout petit peu d'aller à l'encontre. De bâtir un autre scénario, quoi. De bâtir un autre scénario. Et en fait, en faisant ce travail conscient, on a beaucoup plus de chances de créer ensuite un scénario qui va être positif. Donc ça, c'est positive emotions. Meaning, on l'a déjà vu, c'est cette question de sens. Oui. Et encore une fois, ce sens à sa vie, même si vous trouvez que c'est un peu pompeux, c'est juste essayer de trouver des valeurs fondamentales qui, pour vous, sont indiscutables. Je sais que quand je parle de valeurs, les personnes pensent plus à un territoire d'intégrité qui leur parle. Oui, c'est assez confus, cette idée de valeur, je trouve, en France. Peut-être en entreprise, c'est mieux compris, mais au niveau grand public, j'ai remarqué que ça entraîne beaucoup de confusion, cette histoire de valeurs. C'est pour ça que moi, lorsque je parle de valeurs, je montre toujours une liste de 50 valeurs. De l'honnêteté, de la transparence, de la loyauté. Donc vraiment, et vous en trouverez sur Internet facilement, je fais liste de valeurs et du coup, ça parle. Et là, on va se dire, ça, c'est pas négociable. Et en disant ça, c'est pas négociable, je suis en train, en fait, de commencer à créer le sens vers lequel je veux aller. Ce qui fait peur aussi, je trouve, un peu avec les valeurs, c'est que c'est un peu la bonne personne que j'ai envie d'être. Et parfois, on peut nier, en fait, le tout que nous sommes, ombre et lumière, à l'intérieur de nous. Oui, bien entendu. Mais quand on fait un travail sur les valeurs, c'est justement pour essayer, on va dire, de se donner un côté amélioratif. Donc, essayer de trouver cet être de lumière, comme tu le définissais bien. Maintenant, la part d'ombre, ça dépend, bien entendu, de la population que l'on a. Mais généralement, quand on a une population professionnelle assez perfectionniste, je vois des personnes qui sont odieuses avec les autres, mais qui sont odieuses avec elles-mêmes. Donc c'est vrai que, généralement, les personnes qui souffrent de perfectionnistes sont des personnes qui font souffrir les autres. C'est ça. Donc c'est un reflet, en effet miroir, de leur relation à l'autre qu'elles ont avec elles-mêmes. Tout à fait. Les relations, relationship, on en a parlé. Et puis le dernier, c'était l'accomplissement. L'accomplissement. Alors cette idée d'accomplissement de soi, ça passe par l'activité, ça passe par l'action. Et là, c'est par exemple très intéressant, si vous faites l'ikigai en répondant aux 4 questions, réalisez que ce pourquoi je suis payée, c'est pour faire des tableaux Excel, pour faire des reporting, pour faire en fait cocher des cases. Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'aime faire. Donc là, vous voyez, l'activité pour laquelle vous passez le plus clair de votre temps ne correspond en rien avec ce que donc vous avez intérêt à connaître votre flow, à avoir un moment où vous pouvez vous redynamiser parce qu'en fait vous vous étiolez dans un métier qui n'a pas de sens en fait pour vous. Toi, donc, tu vois ça beaucoup en entreprise ? Beaucoup. Et encore plus peut-être maintenant avec les crises qu'on vit ? Alors c'était assez bouleversant, c'était lors du premier confinement, j'avais un coaching en distanciel. Et une personne dans une grande banque d'assurance me dit « Mais finalement, qu'est-ce que je fais dans ma vie à part enrichir les riches ?» Là, il y a eu un grand silence. Ouais. Et ensuite, elle m'a dit « Mais moi, en fait, ce que je veux, c'est être maîtresse d'école. Mais mon mari ne veut pas. Parce qu'en termes de manque à gagner, ce serait terrible. En termes budgétaires, on ne pourrait pas se le permettre. » Et là, en fait, il y a eu des choses qui sont sorties, qui étaient bouleversantes en termes de profondeur. Parce que voilà, c'est des choses qui n'auraient jamais émergé si jamais il n'y avait pas eu la Covid. On entend bien son cri avec toute ta capacité de jouer aussi là. C'est vrai que ça me provoquait une émotion, tu sais, de t'entendre. On l'entend, si elle nous écoute, on pense à elle, on espère qu'elle a pu passer le cap. En termes de motivation, tu proposes aussi une équation qui est liée aux efforts. Alors c'est pareil, moi j'ai vraiment des questionnements par rapport à cette idée d'effort. Parce qu'il y a quelque chose aussi, je pense que évidemment les efforts sont payants, la régularité, une forme d'esthétisme aussi de l'effort. Et en même temps, parfois, ce qui est dans le faux est aussi quelque chose qui vient parfois, je crois, de la grâce, d'une forme de facilité en réalité. C'est très compliqué parce que c'est vrai que dans un cadre de psychologie positive, il y a un lâcher-prise qu'il faut avoir et pourtant une grande discipline. En fait, il faut se discipliner au lâcher-prise. Donc en fait, lâcher-prise sur commande, ce qui est extrêmement difficile. Mais ce paradoxe, on le retrouve même en communication.
Moi, je sais que par exemple, au niveau postural, beaucoup de personnes me disent « mais quelle est la bonne posture à adopter quand je prends la parole ?» Ce paradoxe, c'est les racines et les ailes. Le bas du corps doit être très ferme, très ancré, alors que le haut du corps doit être très souple. Donc en fait, ça rejoint un peu ce que notre corps nous dit, c'est-à-dire une capacité à être pleinement dans le lâcher-prise avec une acceptation que, voilà, là, il n'y a personne qui ne me voit. Là, je peux me permettre d'être moi-même. Je peux me permettre d'avoir ce moment de ressourcing profond. Et puis des moments où je suis vue, ou alors je dois être dans mon être professionnel. Et là, il va y avoir une certaine tension que j'accepte, parce que j'en ai des contreparties et que ça me donne aussi un sens. Donc oui, ce que tu dis, c'est très compliqué d'avoir ce rapport entre lâcher-prise et discipline. Mais je pense que c'est justement d'avoir cet équilibre de diastole-systole, en fait, que notre corps nous montre comme étant finalement à la base de la vie. Bien sûr, on retrouve le système sympathique-parasympathique en action. Et dans un podcast, le docteur David Gourion, qui est psychiatre, disait qu'il avait beaucoup observé ses chats. Et que dans le félin, effectivement, il y a ça. C'est-à-dire qu'il est complètement abandonné, mais en même temps, être capable de se mobiliser de manière très rapide pour agir, etc. Donc il y a vraiment ce double mouvement qu'on voit bien chez les chats, en termes de métaphore. Ouais. Tout à fait. Non, ce qui nous tue, en fait, c'est qu'on est tout le temps dans le mouvement, tout le temps dans la peur, tout le temps dans l'angoisse, avec ce qu'on est tous en train de vivre, au niveau gouvernemental, au niveau de crise globale. C'est difficile. C'est pour ça que c'est pour ça que, voilà, tout ce qui est développement personnel, la psychologie positive le rappelle, si on n'est pas dans l'écoute de soi, dans le lâcher-prise et dans l'acceptation de certaines choses, en fermant les téléphones, en fermant les sources d'information, ça va être compliqué. Parce qu'en fait, on va se griller. Le burn-out, c'est du burn-in. C'est pas extérieur. C'est vraiment, on a les neurones grillés. Ouais, on est consumé de l'intérieur. Consumé complètement. Dans les propositions que tu nous fais aussi, je trouvais ça intéressant. Tu parles de la prière. Et techniquement parlant, qu'est-ce qui se passe au niveau neuronal ? Et ça, tu l'expliques bien. Alors, au niveau neuronal, ce qui est incroyable, c'est qu'on sent qu'il existe... C'est un mot qu'on ose plutôt d'ailleurs prononcer, le mot prière. Bien sûr, parce qu'on le relie au religieux, généralement. Alors que là, la prière, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de nous connecter à quelque chose qui est transcendantal, c'est-à-dire qui nous dépasse. Ça peut être religieux, comme ça peut ne pas être religieux, ça peut être un tout, ça peut être un cosmos, ça peut être un dieu, si on veut que ce soit un dieu en termes de tradition. Mais l'idée, c'est vraiment juste de se dire... Je suis reconnaissant. La prière, c'est un acte de gratitude. Et là, du coup, on retrouve les études qui ont été faites sur la gratitude. Au niveau neuronal, on se rend compte que ça va stimuler, en fait, certaines aires de dopamine aussi, vis-à-vis de ce qui peut être relâché comme hormones, qui sont les fameuses hormones du bonheur. Donc ça, c'est assez fou parce que la prière, comme la méditation, nous permet, par un acte de gratitude, d'être conscient de la chance d'être en vie. Et ça, on le voit dans toutes les religions, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, j'ai remarqué que dans des communautés priantes qui sont vraiment pas dans un fanatisme, mais vraiment dans le sens de la contemplation ou de la foi, quelle que soit leur religion, on voit un épanouissement physique qui est parfois extraordinaire, beaucoup plus que dans des courants de développement personnel X ou Y. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'il y a justement la discipline de la prière, qui est dans la prière une sorte de lâcher-prise aussi. Généralement, on le voit dans toutes les religions. Il y a des sons qui vont être émis, qui vont être tenus. C'est des fameux, notes qui vont comme ça donner une certaine, comme le Om par exemple, qui vont être tenus et qui vont donner en fait une puissance sonore lorsqu'on est en collectif qui est assez grande. Et en fait, cette espèce d'ambiance sonore va venir porter l'acte de prière à quelque chose qui va être presque de l'ordre du cérémonial. Et ça, dans toutes les religions, quand on fait cet acte de gratitude ensemble, quand on prie ensemble, il y a quelque chose qui est assez puissant. Mais même seul, moi je vois, il y a certaines personnes qui font des prières au soleil, qui sont absolument fabuleuses, pas forcément des choses qui ont été écrites par d'autres, mais juste des personnes qui veulent simplement s'adresser à quelque chose qui semble être plus important et plus, on va dire, transcendant que l'être humain. Alors, Ghila, on arrive à la fin de ce podcast. Tu cites aussi les 3 étapes du modèle de la glace de Kurt Lewin, que je trouve assez parlant, justement, quand on a envie un peu de se remettre en selle, avec le dégel, le changement, le regel, solidifier la nouvelle forme.
Oui, alors là, en fait, c'est vraiment quelque chose qui a à voir aussi avec la fameuse courbe de Kubler-Ross. Vous la connaissez toute, cette incroyable psychologue qui travaillait avec des personnes en fin de vie. Donc, on a cette période-là où il va falloir, en fait, être accompagné pour un vrai changement. Donc, un moment où on va devoir changer littéralement de matière. De forme. Pour pouvoir travailler à une adaptation, pas seulement de l'environnement, mais une adaptation à soi. C'est la métamorphose. C'est la métamorphose, et c'est en quoi ton podcast est tellement bien nommé. Et je voudrais vraiment terminer par cette très belle image que Tal Ben-Shahar donne lorsqu'on va dans son cours. Il dit toujours que la psychologie positive, dans son état, cherche non pas à forcer les personnes à rajouter de la théorie sur ce qu'ils savent, mais au contraire à enlever. Un peu comme Michel-Ange venait sculpter son bloc de pierre pour créer ensuite une matière incroyable. Et c'est vrai que c'est la même chose en psychologie positive. On essaye en fait d'aller raffiner le diamant que vous êtes pour lui donner toute la capacité de chatoiement, de rayonnement que vous méritez. Et en vous montrant, avec une psychologie positive ou du coaching ou autre en termes de livres de développement personnel, en vous montrant grâce à une torche électrique qu'à l'intérieur de vous, dans les étagères de votre cœur, vous avez encore toutes les ressources possibles. C'est super, c'est un très bon mot de la fin. Merci infiniment, Gila Clara Kessous, d'être venue faire un tour dans Métamorphose et de nous donner ta vision claire de la psychologie positive. Je rappelle le titre de ton livre, coécrit avec ton co-auteur dont tu rappelleras le nom ensuite, Le grand livre de la psychologie positive, le guide de référence pour révéler le meilleur de nous-mêmes aux éditions Erol. Avec Bruno Adler. Voilà, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol, ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.